Ok, donc là, on va regarder un petit peu, selon l'intelligence artificielle, évidemment, ce n'est pas tout à fait la voix humaine, mais on va voir comment elle interprète ce que pourraient penser les thérapeutes, les coachs, les professionnels de l'accompagnement, les praticiens, praticiennes, des difficultés que ces gens peuvent rencontrer, ces gens qui s'occupent des humains avec tout leur cœur, quelles difficultés ils peuvent rencontrer avec les outils du numérique, avec la technologie, avec le web en général. Et je parle pas ici de la manière de se faire connaître et d'essayer au travers d'Internet de se faire connaître, même si on va voir justement ce qui ressort avec l'intelligence artificielle, mais je pense qu'il y a des éléments qui vont au-delà de ça, en termes d'organisation, de gestion d'un parcours d'accompagnement. Donc c'est pour ça que d'une certaine manière, on va regarder un peu ici le raisonnement d'analyse profonde, parce que là en fait on utilise la fonction Deep Research de Google et on va faire ça ensemble. Donc déjà, petite démarche, on va dire que c'est un hack. J'aime bien un peu être ingénieux dans cette démarche. J'ai demandé déjà à ChatGPT de créer un prompt pour améliorer un prompt de Deep Research, puisque quelque part, moi j'avais quelques phrases en tête, mais peut-être pas tout. Donc je lui demande toujours trois propositions. C'est toujours un peu ma façon de faire avec ChatGPT. Trois propositions pour améliorer des prompts ou générer des idées. Et donc ensuite, une fois qu'il me donne ses propositions, je lui demande maintenant d'améliorer mon prompt à moi, que j'ai failli en fait envoyer d'abord ceci juste à Deep Research. J'ai failli envoyer ceci tel quel, ce qui était mes idées à moi en fait, hein. Ça, ce sont mes textes. J'aurais rédigé ça comme ça. Et finalement, j'ai demandé à ChatGPT de reprendre cela pour appliquer les trois propositions précédentes. Comme ça, je lui fais un condensé des trois propositions et me faire le vrai prompt complet ici. Donc c'est un prompt hein, que j'ai copié-collé du coup dans Google. Et on va voir là justement, c'est en train de tourner pour voir quelle est la recherche profonde qu'il est en train de mener. Et on va voir en même temps le résultat, mais aussi le raisonnement. Comment il est en train de raisonner. Voilà, donc ça se charge. Ici, on voit que déjà, il fait une analyse de paysage numérique. Donc il va amorcer une investigation approfondie sur la relation complexe entre les métiers de l'accompagnement et la transformation numérique. Donc la dualité hein, entre la mission de soin et de prendre soin des gens et la pression de la gestion administrative, mais pas que. On va voir justement à quel point ils vont orienter leur discours sur la partie administrative, alors que moi j'ai orienté ma recherche et ma réflexion sur la partie plus gestion au quotidien d'un accompagnement et la relation avec sa clientèle ou sa patientèle. Et donc, on va voir si justement, selon l'interprétation de l'IA, le discours va être très orienté administratif. C'est ce que je crains un petit peu, mais on va regarder la suite. L'idée, c'est qu'on voit des études, des statistiques, mais aussi le discours des gens le plus possible dans les forums, comment les gens témoignent de leurs difficultés, de leurs galères avec la technologie, avec le web, avec les outils numériques modernes. Euh, Par exemple, il y a des questions peut-être d'intrusion ou de peu adaptées à l'éthique de ces professions. Donc, on va regarder tout ça justement, comment ils raisonnent. Je vois ensuite qu'il y a un paradoxe de la rentabilité numérique, c'est-à-dire que parfois, mettre en place ces outils, c'est long, c'est fastidieux, ça peut coûter des abonnements qui sont chers. On voit là jusqu'à 600 dollars par mois pour un praticien solo. Et finalement, est-ce qu'il y a un retour sur investissement par rapport à des fois des faibles activités? Donc ça, c'est intéressant comme information. Ici, on peut voir qu'il y a cette notion de contradiction et de dissonance entre outils et réalité terrain. 25% des professionnels adoptent l'intelligence artificielle. Alors en plus, moi, j'en suis pas encore là dans ma réflexion. Normalement, je suis un peu hors IA, je suis dans la technologie en général, puisque finalement, mon analyse, idéalement, elle se trouve sur les 15 dernières années. Immersion dans le quotidien administratif. On va essayer de voir les communautés, comment elles réagissent, comment elles. Donc il y a beaucoup de liens Reddit. C'est un réseau de plus en plus. Je connais même pas, j'ai jamais mis le nez dedans, à part pour deux, trois recherches, mais vraiment ça compte sur les doigts d'une main et c'était des recherches très succinctes. J'ai jamais essayé de comprendre en fait cet univers Reddit. Je sais pas si vous connaissez Reddit.
Ça m'intéresse si vous avez l'expérience de Reddit, pour que ce soit pour une activité professionnelle ou que ce soit pour vos recherches personnelles. Ça m'intéresse. Moi, j'ai pas du tout le recul par rapport à ce réseau qui semble avoir le vent en poupe. Alors bon, il y a des analyses aussi aux États-Unis. C'est vrai que j'aurais pu centraliser ma recherche sur le plan de la francophonie. On pourrait refaire d'ailleurs une recherche approfondie sur focalisée sur la francophonie. Et en même temps, comme mon projet il est international, il veut s'adresser en plusieurs langues pour aider justement les professionnels de l'accompagnement à mieux organiser et gérer leur activité au quotidien, notamment sur le parcours d'accompagnement. C'est vrai que voilà, quand on accompagne quelqu'un, c'est bien de pouvoir avoir une meilleure visibilité du onboarding, d'une routine éventuelle qu'on peut proposer en recommandation, les rendez-vous, les indicateurs de séance qu'on peut mesurer ou modifier, euh, voilà, des comptes rendus, des blocs qui sont clairs, visibles. Donc tout ceci est très intéressant et c'est ça qui fait que... ben ça y est, il a terminé sa recherche. Donc je n'ai plus accès à l'analyse. Est-ce que je peux quand même accéder à son analyse encore une fois? C'est pour ça que l'idée c'était de commenter en direct avec vous. Alors, est-ce que je peux revoir l'analyse en détail? Je vais regarder ça. Oui, on peut retrouver donc les étapes du raisonnement parce que c'est de la valeur ajoutée en fait plutôt que d'attendre le résultat final qui est le rapport qu'on peut exporter facilement. Moi, j'aime bien voir les étapes du raisonnement en fait de l'outil. Donc là, on en a vu une partie. Donc on voit quand même qu'il a fait un ciblage sur les angles morts sur le marché français et le coaching parce que peut-être qu'aux États-Unis, il y a bon, là, ça c'est un cas particulier pour les démarches administratives de remboursement. C'est pas tout à fait le sujet qui m'intéresse. Alors ça, c'est intéressant. La notion de paradoxe de l'automatisation, effectivement, l'adoption technologique, on parle de plus en plus d'automatisation, donc ça, on l'a vu. Alors, il y a des chiffres qui parleraient de données, enfin, des sources qui parleraient de chiffres alarmants de 36% d'absentéisme dans des contextes de cabinet. Et finalement, c'est pas si réel que ça. Il y aurait un taux d'absentéisme qui serait pas si grand que ça. Parce qu'il y a certains outils qui mettent en avant, qui résolvent le problème d'absentéisme. Je pense notamment, c'est vrai que j'avais vu passer Doctolib qui promettait de pouvoir faciliter cette gestion-là, notamment l'annulation des rendez-vous, le remplacement d'un nouveau rendez-vous pour être sûr de remplir le cabinet. Alors c'est vrai que c'est un point qui peut être toujours intéressant à optimiser, mais quelle est la réalité? C'est vrai que du coup, j'en ai pas forcément une visibilité à ce jour. Voilà. Bon, par contre, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de consultations en ligne, mais ici, je pense que c'est le milieu médical qui est souvent mis en avant dans cette recherche. Ouais, parce qu'on voit qu'il y a des recherches qui sont liées aussi à la psychologie, à Amélie, donc des métiers peut-être un peu plus reconnus et réglementés. Donc on va regarder le rapport maintenant et on va voir ce qu'il en ressort. Alors, ce qui est très intéressant ici, c'est que parmi l'analyse, que moi j'en ai une autre analyse du coup, il considère ici au niveau de l'intelligence artificielle et des données sur Internet que c'est la période post-pandémique qui a vraiment agi comme un catalyseur puissant, transformant la santé mentale et le développement personnel qui étaient des sujets tabous ou réservés à une certaine élite en préoccupation, et c'est devenu justement des préoccupations grand public majeures. C'est plus la thérapie n'est plus genre une réponse à une crise vraiment importante, mais juste comme un outil proactif du bien-être global. Alors peut-être que j'avais des biais cognitifs en tant qu'entrepreneur. Et c'est vrai que moi, le milieu du développement personnel, il existait beaucoup déjà avant le Covid.
Il est possible qu'il y a quand même eu un catalyseur. C'est intéressant de voir cette analyse au-delà de mes biais cognitifs à moi. Bon, alors c'est plus intéressant pour les thérapeutes que pour moi, parce qu'ils parlent de ce qui peut faire augmenter les inscriptions, les motifs de consultation. Donc là, typiquement, l'anxiété, la dépression, et la gestion du stress, les transitions de vie, plus 50%, les thérapies de couple aussi, plus 50%. Bon, c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir les difficultés, les enjeux des thérapeutes, des praticiens, des professionnels de l'accompagnement, mais il y a deux grandes catégories de professionnels finalement. Il y a les professionnels reconnus, ils ont fait des études ou ils ont des certifications, que ce soit la haute école de coaching, que ce soit la psychiatrie, la psychologie. Donc on voit qu'il y a ce public-là, on va dire, un peu plus reconnu et établi sur un marché. Et puis il y a tous les coachs autodidactes ou alors qui ont des praticiens, praticiennes qui ont des disciplines un peu moins reconnues, parfois même douteuses. Voilà, donc inspirés notamment des approches de médecine chinoise ou de la médecine naturelle, des choses comme ça où forcément il y a une chasse aux sorcières par rapport à ça. Donc il y a deux publics, et c'est vrai que le public qui m'intéresse, c'est les deux, mais je pense que les deux séparément. Il faudrait une analyse séparée des deux publics. Je ne sais pas si ça sera facile à faire ça, assez rapidement, je veux dire. En tout cas, il revient quand même beaucoup la notion de fardeau administratif, la phobie, c'est intéressant. Donc j'essaye de pas trop ouais, de pas lire avec mes biais cognitifs au départ. Parce que moi, par exemple, je suis pas sûr d'être la réponse à la notion de l'URSSAF, des éléments purement administratifs, dans le sens lié à la réglementation, aux cotisations. On voit que là, on parle des orthophonistes, des kinésithérapeutes, et moi, ça, c'est pas là où j'amène une réponse, là où j'amène de la facilité. Donc, je pense que je devrais refaire une recherche et demander à l'intelligence artificielle d'exclure les métiers dits réglementés pour m'orienter sur les métiers non réglementés, purement les coachs, les business coachs, les, les coachs de vie. Sinon, je vais avoir un mélange d'analyses et j'aurai pas forcément exactement l'angle que je recherche. Donc, on va y lancer une nouvelle recherche. Donc, très intéressant. Je viens de refaire un autre prompt ici avec mes mots. C'est, je pense, très important d'abord de rédiger avec ses propres mots le maximum possible et après de le faire améliorer. Donc là, j'ai un élément, j'ai un prompt assez complet et je vais renvoyer ça. Donc, hop, je vais renvoyer ça maintenant à Deep Research pour faire une analyse orientée sur le marché non réglementé et aussi sur les analyses de friction liées à la gestion au quotidien des accompagnements et le suivi de la clientèle ou de la patientèle. Et en plus, j'ai aussi orienté la recherche sur le marché francophone. Ok, très intéressant. Donc là, immersion dans le quotidien des coachs et consultants indépendants. Euh, on parle encore avec la nécessité de se rendre visible et la complexité technique de la prestation réelle. Les outils du marché semblent exceller pour automatiser les ventes, mais peinent à soutenir le suivi pédagogique et humain sur le long terme. Dissonance entre les promesses du marketing et la réalité opérationnelle de l'accompagnement, au cœur des premières observations. Alors, là maintenant, il y a une recherche à comprendre pourquoi des plateformes perçues comme complexes continuent d'être adoptées massivement. Et à essayer d'identifier le vocabulaire émotionnel, ça c'est super. Système jugé trop rigide. Moi, ça, j'aime bien les termes, hein, et c'est pour ça que j'aime beaucoup regarder le raisonnement avant de voir le rapport final. Bon, là, on en profite hein, pour regarder quelques chiffres clés. Je sors un peu du sujet, mais on voit que
Il serait valorisé à 750 millions d'euros en France, le marché donc du coaching, mais qui est très très polarisé. Il y a un fossé d'Ariane en fait entre une élite qui capte les budgets d'entreprise et une masse de praticiens qui frôlent la précarité financière. Donc ça, j'en avais conscience. C'est pour ça d'ailleurs que l'outil que je propose va être gratuit pour cela. Bien sûr, il y aura donc une distinction entre les possibilités de générer du chiffre d'affaires ou non. Et selon les personnes, forcément, il faudra bien que la plateforme, bien sûr, puisse payer les développeurs pour créer le meilleur outil qui puisse exister pour ce marché. Alors, ce qui est intéressant, c'est la notion de comment l'outil peut montrer, démontrer la valeur immédiate et de manière, comment dire, franche, explicite, directe, claire, et sans que ce soit du marketing un peu, voilà, comme on voit les copier-coller d'aujourd'hui, quoi. Bon, alors il y a aussi la notion de sécurité des données qui augmente. Alors c'est vrai que certains outils pourraient exploiter la peur du manque de confidentialité pour séduire. Bon, c'est vrai que de mon côté, on va être basé en France, on va respecter le RGPD, mais j'ai pas forcément envie de m'en servir comme argument marketing absolu pour inviter le marché du coaching à venir adopter l'outil. Je pense qu'il y a une valeur ajoutée qui est tellement plus importante et joyeuse que d'appuyer sur les boutons de la peur, comme on voit beaucoup de marketeurs faire ça, et j'ai toujours un peu été réticent par rapport à ça. Alors j'aime beaucoup la formulation ici, essayer de trouver des solutions de contournement, ces fameux bricolages sur tableur ou gestionnaire de notes que les praticiens utilisent pour pallier les carences des logiciels actuels. Ouais, ça j'aime bien, ça peut être très utile pour le marketing. Ah, très intéressant aussi par rapport à l'émergence du micro-coaching. Et donc, si on enchaîne des séries de micro-coaching, comment on fait le suivi de tout ça concrètement, avec les prises de notes, avec des exercices à donner à la personne, partager aussi un accès à cette personne pour lui permettre de consulter à tout moment des ressources. Donc là, ça confirme un peu quand même la direction que je prends. Ok. Là, c'est intéressant aussi de voir l'angoisse potentielle de l'intelligence artificielle par rapport à l'intuition. Il ne faut pas oublier que c'est un marché qui est très orienté sur l'humain et donc sur aussi l'accompagnement par de l'intuition, par le sixième sens, par aussi l'expérience acquise à l'intérieur de leur bagage qu'on peut appeler le bagage cellulaire. Donc, ce qui fait que euh, certains vont se dire, ouais, mais maintenant j'ai des outils un peu plus serrés, enfin conçus comme des algorithmes en fait, conçus comme des algorithmes, et donc peuvent se déconnecter de leur intuition. Donc ça, c'est un risque que certains peuvent mesurer. Alors certains me diront, mais pourquoi tu demandes à l'intelligence artificielle d'essayer de savoir ce que les gens pensent actuellement des outils? Demande aux gens directement. Oui, c'est ce que je souhaite, c'est ce que je fais. J'ai même payé de la publicité pour demander aux gens de me donner leur avis. Mais si les gens ne me répondent pas, et si même des messages privés, donc là je suis en train d'envoyer des messages privés, j'ai des retours, mais ce sont les retours des gens les plus proches. Et quand je commence à avoir des retours des gens qui me connaissent un peu moins, eh bien le taux de réponse est quand même absolument dramatique.
et même par de la publicité payante, sachant que le budget n'est pas non plus illimité. Donc ça veut dire que l'idée, c'est que ça nous permet d'avoir un angle supplémentaire pour avoir quelques mots-clés hyper intéressants. Voilà pourquoi je fais cette démarche. Alors j'aimerais bien revoir le raisonnement. Hop. Il a fini le rapport, on va voir ça ensemble. Ah, très intéressant. La notion de paradoxe entre le high ticket avec du marketing de pointe et de la livraison artisanale. Ça, c'est très intéressant. Décalage flagrant dans le segment de l'accompagnement premium. Ah, ça peut bien m'intéresser parce que du coup, ça peut être un marché assez adoptant, vu qu'ils se positionnent sur du premium. S'ils ont un outil un peu plus premium pour gérer ce suivi, plutôt que d'être dans un chaos artisanal, avec du bricolage numérique qui mêle les messageries instantanées, les dossiers partagés, ça peut fragiliser l'expérience client après l'achat et créer une rupture de continuité. Oh, ça, c'est super intéressant. Là, j'ai une pépite. Là, j'ai vraiment une pépite avec cette notion-là. Hmm. Ça me dit même que c'est la zone d'opportunité la plus fertile pour l'innovation logicielle. Ok, donc ça veut dire que là, moi, là, j'ai les yeux qui s'allument, hein. Le high ticket, c'est un milieu sur lequel je devrais peut-être même commencer à davantage communiquer. Waouh! Et en plus, là, avec ça, j'ai de la matière pour faire du copywriting. Et avant le copywriting, de faire des systèmes de questionnaires, comment approcher sur LinkedIn pour demander un avis, demander une confirmation, demander le retour terrain des gens high ticket. Et là, peut-être que j'aurai peut-être un taux de réponse plus élevé. C'est possible, on verra. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. On va voir le rapport. Ça va peut-être soulever des débats ici dans les commentaires. N'hésitez pas à commenter toutes vos perceptions aussi. Voilà, donc analyse de friction technologique sur le marché du coaching et de l'accompagnement en francophonie. Bon, là, on voit qu'il y a une analyse faite sur 2 ans. Ouais, c'est intéressant. Le high ticket, je sens que ça me plaît pas mal. Sociologie des praticiens. Ok, bon, ça, c'est un peu, ça, c'est des choses qui me concernent pas trop. Le syndrome de l'imposteur. Le labyrinthe juridique, ça m'intéresse pas non plus. La gestion TVA, pas vraiment, même si effectivement l'outil, comme je vais intégrer la facturation automatique, ça je sais qu'il va falloir qu'on s'occupe de cette partie-là pour pouvoir définir les taux de TVA plus facilement. Insécurité juridique, c'est une chose. La contractualisation. Alors ça c'est intéressant parce que la contractualisation, elle n'est pas très très bien pensée. Ouais, elle n'est pas très très bien pensée et ça on pourrait l'accompagner. C'est-à-dire faire un contrat moral, un contrat, par exemple, les conditions générales d'utilisation ou de vente dans le métier d'accompagnement de coaching sont vraiment très très légères et oui, ça c'est intéressant. Mais bon, je pense que c'est secondaire. Moi, la valeur ajoutée, c'est vraiment la facilité de l'expérience client. Moi, j'adore, c'est l'expérience client. Comment favoriser l'expérience client? Ici, quand on regarde le compte rendu, il est super simple à analyser, à regarder, à modifier. La personne peut le consulter, c'est visuel, coloré, très bien rangé. On peut poser des questions-réponses par rapport à ce rendez-vous-là. C'est génial et tout est rassemblé au même endroit par rapport à aller un coup sur WhatsApp, un coup sur Word, un coup sur je sais pas où. Donc ça, c'est intéressant. Les actions du jour, les recommandations, quand la personne coche. Donc il y a vraiment un hybride d'inspiré de Trello, mais aussi inspiré des systèmes de prise de notes, inspiré des systèmes de frise chronologique, inspiré des systèmes de séquence marketing, puisque forcément j'ai 15 ans d'expérience dans le domaine de développement de plateformes utiles au quotidien pour les professionnels. Inspiré aussi tous les indicateurs liés à ce qu'on utilise dans le coaching. Alors, comment tu te sens de 1 à 10 en termes de confiance? Hop. Donc voilà, tout ça est là aussi. Et puis inspiré en partie des plateformes de formation en ligne, parce
parce que les formations en ligne sont structurées de manière à avoir des modules et des chapitres. Là, ce n'est pas adapté pour de l'accompagnement humain. Et il y a quelques petites briques quand même que je trouve intéressantes à s'inspirer. Mais là, l'idée, c'était de faire table rase, de faire page blanche sur tout ce qui est connu pour réinventer, pour repenser complètement autre chose. Donc voilà, c'est pour ça que j'essaie de bien vérifier l'alignement avec, même si pour l'instant les premiers retours que j'ai sont absolument fantastiques, mais j'aime bien voir l'alignement aussi pour la communication surtout, comment je vais communiquer avec le marché. Donc la jungle des outils, ça c'est intéressant comme terme. Certaines terminologies comme ça sont... Alors c'est vrai que par exemple là, bon, il y en a qui connaissent sûrement System.io, très adapté pour le marketing. Mais pas forcément pour la suite après l'achat. Bon, même si a priori il y a quand même pas mal de dysfonctionnements de ce qui ressort, mais bon, ça, quelle plateforme n'a pas de dysfonctionnement en même temps? Learnybox, c'est sûr qu'il y en a qui l'utilisent, mais c'est adapté surtout pour... Alors il y en a qui vont s'en servir pour faire des quiz, mais c'est surtout adapté pour des formations et pour des organismes de formation. Mais l'accompagnement individuel, c'est pas la même chose que les formations collectives. Donc il y en a qui vont utiliser après des suites comme WordPress, Calendly, Zoom, Stripe, un autorépondeur, peu importe lequel. Ok, donc du coup après il y a la volonté de créer des connecteurs, ça fait des coûts cachés et des coûts cachés cumulés. Intéressant de voir ça aussi. Alors évidemment, le système d'agenda, ça c'est central, mais en même temps, c'est une fonctionnalité classique, enfin nécessaire pour le coach. Et moi, ce que j'aimerais, c'est inclure non seulement la notion de prise de rendez-vous, que ce soit déjà vraiment simple, mais en plus une prise de rendez-vous au service du marketing du coach, sans que le coach soit obligé de se vendre. Ça fait un peu quelques années que j'y réfléchis. Et en même temps, la possibilité de prendre un pack de plusieurs rendez-vous, ou même de prendre des ventes additionnelles d'autres formules. Donc tout ça qui soit prévu dedans. Et en même temps, le parcours aussi. Le parcours, c'est à ce moment-là un ensemble de rendez-vous, avec des crédits de pouvoir prendre X rendez-vous dans le calendrier, voilà, inclus dans le prix. Ah oui, Notion. Alors, il y a une personne qui m'avait dit qu'elle avait essayé de mettre Notion en place. Elle a galéré pendant une semaine et elle m'a dit que finalement, ce que j'ai mis en place, je lui ai montré le visuel de ce que je voyais pour elle. Et elle m'a dit, bah, en fait, ça répond encore mieux que ce que j'ai mis avec Notion pendant au moins une semaine à mettre en place. Alors, les transcriptions, bon, ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui est important à prévoir. Ouais, la notion d'usine à gaz, faire très attention à la notion d'usine à gaz, ou bien sûr après un prix trop élevé. Mais là encore, Kajabi, c'est pareil, c'est pas prévu pour de l'accompagnement individuel, c'est prévu pour de la formation. Et c'est vrai que ce que j'ai constaté moi de mon côté, c'est que les gens utilisent des outils de manière détournée, mais ils sont pas conçus à la base pour ça, pour l'accompagnement individuel, pour la gestion d'accompagnement. Ok, donc intéressant. Bah écoutez, votre retour va aussi m'intéresser, hein. Moi, avant tout, je préférais avoir le langage humain. Donc franchement, je suis toute oui à écouter les professionnels de l'accompagnement, que ce soit pour les professionnels dans les métiers réglementés ou les métiers autodidactes moins réglementés. Coach de vie, coach business, que ce soit issu des métiers ICF ou non ICF. Les praticiens, bien sûr, de toutes sortes, les thérapeutes aussi, de toutes sortes. Voilà. L'étendue, l'éventail est assez large, hein. Ça peut passer du consultant dans le CAC 40 à la chamane qui fait des ateliers individuels. Voilà. Mais je pense qu'il y a vraiment des éléments en commun. Et le marché du high ticket en particulier,
c'est-à-dire avec des offres qui sont généralement de 1000, 2000, 3000 euros, 5000 euros ou 10 sur de l'accompagnement vraiment individuel. Et le mentorat finalement aussi, ça peut être un élément clé. Eh bien voilà, voilà pour l'analyse et on va voir la suite au prochain épisode.